temps de Mozart, tout le monde sifflait SCSR dans la rue, et maintenant, soudain, je ne sais pas pourquoi. Personne ne sait pourquoi. André Rieu est célèbre pour avoir fait sourire des millions de personnes avec sa musique. S6 Concerts ressemblent à de la magie, plein de joie, de couleurs et de cœur, mais derrière CE sourire chaleureux, tous les partenariats n'ont pas été faciles. Au fil des ans, il a travaillé avec des chanteurs et des musiciens qui, au lieu de s'intégrer, ont apporté ego, drame ou déception sur scène. Pour un homme qui valorise l'harmonie par-dessus tout, CES affrontements ont laissé une marque. Et bien qu'il soit resté silencieux pendant des décennies, à 75 ans, il s'est finalement confié sur ceux qui l'ont déçu. Rejoignez-nous pour découvrir les 7 musiciens qu'André Rieu n'a jamais pu oublier. Katherine Jenkins. En 2009, le monde de la musique classique crossover a réuni 2 grands noms, André Rieu et Katherine Jenkins. Sur le papier, cela ressemblait à un duo de rêve. Rieu, le maestro néerlandais, connu pour SS Concerts magiques avec l'orchestre Johann Strauss, s'est bâti une réputation en transformant la musique classique en une expérience pleine de joie, d'unité et d'élégance. Il ne s'agissait pas seulement de jouer des notes, il s'agissait de créer une harmonie qui s'étendait de la scène jusqu'au cœur de tous les spectateurs. Jenkins, de son côté, faisait déjà sensation au Royaume-Uni en tant que star du crossover classique. Avec une voix de mezzo-soprano puissante et une image soignée, elle avait captivé des millions de fans qui aimaient la façon dont elle mélangeait l'opéra et la pop. L'invité à se produire avec Rieu semblait être l'accord parfait. 2 artistes capables de réunir différents mondes sous un même projecteur, mais il est vite devenu clair que si leur talent était extraordinaire, leur style de travail ne l'était sans doute pas. Les premiers signes de problème sont apparus pendant les répétitions. L'orchestre de Rieu était célèbre pour bouger comme un seul corps, les musiciens respirant ensemble, se fondant parfaitement, Rieu les guidant comme un chef d'orchestre qui valorisait la famille plus que l'ego. C'était son style. Et c'est CE qui rendait CTS Concerts si chaleureux et vivant. Jenkins, cependant, est arrivé avec sa propre équipe, stylistes, consultants en éclairage et même un coach vocal. Ce n'était pas normal dans le monde de Rieu. Pour lui, l'orchestre était une question de confiance et d'équilibre. Chacun jouait son rôle avec respect et personne n'exigeait le centre. Jenkins, selon les techniciens, voulait plus que sa simple partie dans la musique. Elle voulait la scène elle-même. Des demandes d'éclairage plus vifs pendant 16 solos, des exigences de multiples prises si elle estimait que la répétition ne la mettait pas en valeur, et même le fait de demander à rester au centre pendant les morceaux d'ensemble. Tout cela a lentement érodé le rythme facile que Rieu appréciait tant. Pour les musiciens de l'orchestre, le changement était perceptible. Ils avaient l'habitude de partager la scène, donnant et prenant de l'espace avec grâce. Maintenant, ils s'adaptaient à quelqu'un qui semblait vouloir que l'éclat du projecteur soit fixé fermement sur elle. Un technicien se souvient même que Jenkins avait demandé un halo doré de lumière sur son visage avec un projecteur plus précis. Quelque chose qui allait à l'encontre de la présentation habituelle de Rieu. Comme toujours, Rieu est resté poli et professionnel. Il n'a jamais explosé, n'a jamais créé de drame, mais ceux qui l'entouraient pouvaient voir la déception. En privé, il aurait dit « Elle a plus couru après le projecteur que l'harmonie ». Pour Rieu, cela disait tout. La musique n'était pas une question d'ego, il s'agissait d'une connexion. Si une personne prenait trop de place, l'équilibre était rompu. La collaboration, qui avait le potentiel de se développer en quelque chose de durable, s'est rapidement refroidie. Les projets de tournée commune ont été discrètement abandonnés et le nom de Jenkins a disparu des affiches et des annonces promotionnelles. Les fans qui avaient apprécié les duos ont commencé à poser des questions. Pourquoi n'était-elle pas de retour sur scène avec Rieu ? Y a-t-il eu une brouille ? Aucune des 2 parties n'a jamais parlé publiquement d'une querelle. Rieu n'a jamais été du genre à étaler les problèmes en public. Et Jenkins elle-même est passée à d'autres collaborations avec d'autres Gantostars, dont Andrea Bocelli. Il n'y a pas eu de guerre de mots, pas d'interview remplie d'accusations, juste du silence. Et dans ce silence, la réponse était assez claire. Pour André Rieu, CE n'était pas une question de talent.
La voix de Jenkins n'a jamais été mise en doute, il s'agissait d'humilité, de respect et de la capacité de se fondre avec les autres. Rieu a bâti sa carrière sur l'idée que la musique est une joie partagée, pas un spectacle solo. Une chanteuse qui s'est plus concentrée sur elle-même que sur le groupe ne correspondait tout simplement pas à sa vision. Cela ne signifiait pas que Jenkins était sur liste noire ou attaquée. Elle a poursuivi sa carrière avec succès, vendant des millions d'albums et gagnant de nouveaux fans. Mais dans le monde de Rieu, elle a été discrètement laissée de côté. Des années plus tard, lorsqu'il a finalement parlé des chanteurs qui l'avaient déçu, le nom de Jenkins est apparu, non pas comme un scandale, mais comme un exemple. Certaines voix sont magnifiques, a-t-il dit, mais si elles ne peuvent pas se fondre, elles brisent tout. Sismos explique pourquoi la collaboration a pris fin. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de l'amertume, c'était simplement une question d'adéquation. Pour un maestro qui a consacré sa vie à la harmonie, tant dans la musique que chez les gens, cela comptait plus que tout, Anna Netrebko. En 2011, André Rieu a intégré Anna Netrebko dans l'une de SS séries de concerts, et au début, cela ressemblait à une union parfaite. Netrebko était l'une des sopranos les plus célébrées de son époque. Adorée dans le monde de l'opéra pour sa voix impeccable et sa technique quasi parfaite, elle était connue pour sa puissance, sa présence scénique et le respect qu'elle inspirait partout où elle allait. Pour Rieu, qui a toujours cherché à apporter prestige et beauté à S&S Spectacle, sa présence était une affaire importante. Les fans étaient enthousiastes, les critiques observaient de près, et il semblait que cela pourrait être l'une de CS collaborations dont les gens parleraient pendant des années. Mais dès le début des répétitions, quelque chose ne collait pas. Rieu avait bâti toute sa carrière sur l'émotion, sur la création de concerts qui faisaient sourire, rire et parfois même pleurer les gens. Son orchestre était comme une famille jouant toujours avec chaleur et unité, entraînant le public dans un moment de joie partagée. Netrebko, cependant, est arrivé avec un style différent. Son chant était techniquement impeccable. Chaque note atterrissait exactement là où elle devait, chaque phrase étant contrôlée avec précision. Mais le problème était que cela paraissait froid. Elle chantait comme une machine, pas comme une âme. Rieu l'a dit à un ami en coulisses. Cette simple phrase a saisi l'écart entre eux et eux. Pour lui, la musique ne consistait pas seulement à taper les bonnes notes. Il s'agissait de se connecter au cœur. Pendant les représentations, le public pouvait également le sentir. Les applaudissements étaient forts, mais plus par respect que par enthousiasme. Les gens admiraient sa voix, mais la chaleur qui remplissait habituellement les concerts de Rieu n'était pas là. Les critiques l'ont également remarqué. Ils ont écrit que le chant de Netrebko était magnifique, mais que la chimie avec l'orchestre était absente. L'étincelle, l'intimité, le sentiment de joie qui rendait un concert de Rieu si spécial, cela semblait distant. Pour Rieu, qui a passé des décennies à créer des spectacles qui ressemblaient à une grande célébration de la vie, c'était un problème qu'il ne pouvait ignorer. L'équipe de Netrebko a balayé toutes les inquiétudes, affirmant que les différences de style n'étaient que des choix artistiques et que sa voix parlait d'elle-même. De leur point de vue, elle n'avait pas besoin de changer. Sa technique suffisait. Mais pour Rieu, CE n'était pas le casse. Il voulait de la passion, pas seulement de la perfection. Il voulait une performance qui fasse ressentir quelque chose de profond aux gens, pas seulement applaudir poliment. En privé, il a pris une décision. Ce partenariat n'allait pas durer. Après cette série de concerts, Netrebko n'a jamais été discrètement réinvité. Il n'y a pas eu de drame, pas d'échange de mots durs, pas de querelle publique. Rieu n'est pas allé à la presse et Netrebko ne s'est pas plainte. C'était simplement un adieu silencieux. Des années plus tard, lorsque Rieu a finalement parlé des artistes qui l'avaient déçu, son nom est apparu rapidement. Non pas à cause d'un scandale ou de mauvaises relations, mais parce qu'elle représentait quelque chose avec lequel il ne pouvait pas travailler. La brillance technique sans connexion émotionnelle. Pour Rieu, ce genre de musique créait une distance, pas une unité. Et l'unité était tout pour lui. Rétrospectivement, leurs différends n'étaient pas personnels, c'était une question de vision. Netrebko venait du monde de l'opéra, où la perfection et le contrôle sont célébrés par-dessus tout.
Rieu venait du monde de la valse où l'émotion et la joie comptent le plus. Leurs chemins se sont croisés pendant une brève période, mais ils étaient tout simplement trop différents. Les fans de Netrebko ont continué à l'adorer et les fans de Rieu ont continué à affluer à SS Concert, mais ensemble, ils n'ont pas pu créer la magie pour laquelle il était connu. Il Talkjid. Et ainsi, CE qui a commencé comme une collaboration prestigieuse s'est terminé discrètement, plus mémorisé pour CE qu'il manquait que CE qui l'a donné. Sarah Brightman. Quand André Rieu a invité Sarah Brightman à se joindre à lui pour une représentation, c'était censé être quelque chose d'excitant. Il voulait surprendre son public, apporter une étincelle nouvelle et peut-être atteindre un public plus jeune qui aimait la musique classique mélangée à une touche moderne. Brightman était le choix parfait pour cette expérience. Elle était déjà une star mondiale célèbre pour avoir mélangé l'opéra et la pop et avait vendu des millions d'albums dans le monde entier. Connue pour sa voix théâtrale et sa présence scénique spectaculaire, elle n'était pas quelqu'un qui chantait simplement les classiques. Elle les réinventait. Sur le papier, cette collaboration avait tout le nécessaire pour créer un spectacle mémorable. Mais une fois les répétitions commencées, les différences entre leurs styles sont devenues impossibles à ignorer. Rieu a toujours misé sur la tradition, l'élégance et le sentiment d'unité. SS Concert ne sont pas de simples spectacles. Ce sont des expériences où la musique se ressent comme une célébration partagée. Il a bâti sa vie autour de valses comme le beau Danube bleu, les traitant comme des trésors qu'il ne faut pas altérer. Brightman est arrivée avec une approche complètement différente. Elle a suggéré de prendre le beau Danube bleu, le joyau de la couronne du répertoire de Rieu, et de le réimaginer avec un rythme moderne, une superposition électronique et des visuels de fond flashy. Pour Brightman, c'était de l'innovation insufflant une nouvelle vie à quelque chose de familier. Pour Rieu et son orchestre, cela ressemblait plus à la réécriture d'un chef-d'œuvre qui n'avait pas besoin d'être réparé. La répétition était tendue, les musiciens ont suivi les instructions, mais l'atmosphère a changé. Rieu est resté assis tranquillement pendant que la version de Brightman se déroulait. Plus tard, il a dit à un collègue que CE n'était pas une fusion, mais une dilution. Sismo ont montré sa déception. Pour lui, mélanger les styles était bien tant que l'âme de la musique restait intacte. Mais à ses yeux, l'interprétation de Brightman a dépouillé la grâce et l'a remplacée par le spectacle. Lorsque la représentation a finalement eu lieu, la réaction a été mitigée. Les jeunes fans dans le public ont applaudi bruyamment, appréciant la touche nouvelle. Ils l'ont considérée comme audacieuse et moderne. Les fans plus âgés, cependant, ont été choqués. Ils étaient venus s'attendre à l'élégance familière des concerts de Rieu et, au lieu de cela, ils avaient l'impression d'assister à un spectacle de pop. Les critiques étaient tout aussi divisées. Certains l'ont salué comme créatif et audacieux, tandis que d'autres ont accusé Rieu de renier SS Racine pour atteindre de nouveaux publics. À travers tout cela, Rieu est resté silencieux en public. Il n'a jamais insulté Brightman, n'a jamais fait les gros titres avec des commentaires dramatiques. Ce n'est pas sa façon de faire, mais son silence était révélateur. Il n'y a pas eu de deuxième représentation, pas de concert de suivi et pas de collaboration future. L'équipe de Brightman aurait suggéré d'autres projets ensemble, des tournées de vacances, de nouveaux duos, même une série de spectacles de crossover, mais aucune de ces idées n'a abouti. Pour Rieu, l'expérience était terminée avant même d'avoir commencé. Le différend entre eux n'était pas personnel. Il n'y a pas eu de colère ou d'échange de mots durs, juste une reconnaissance silencieuse qu'ils suivaient des chemins différents. Rieu valorisait la tradition, l'équilibre et le respect des classiques. Brightman représentait le monde du crossover où l'opéra rencontre la pop, où le spectacle compte autant que le son. Tous deux avaient leurs propres fans fidèles et tous deux ont réussi à leur manière, mais ensemble, ils ne se sont tout simplement pas fondus. Des années plus tard, lorsque Rieu a réfléchi sur les chanteurs qu'il avait déçus, le nom de Brightman est apparu rapidement. Il n'était pas cruel dans SS Commentaires. Il a expliqué « Il y a une différence entre apporter quelque chose de nouveau et réécrire CE qui n'a pas besoin d'être réparé. » Cette phrase résumait exactement pourquoi la collaboration avait échoué. Hayley Westenra.
Lorsque Hayley Westenra est montée pour la première fois sur la scène d'André Rieu à seulement 17 ans, c'était comme assister à la naissance d'une jeune étoile. Elle venait de Nouvelle-Zélande, silencieuse et humble, avec une voix que les gens décrivaient souvent comme angélique. Rieu a tout de suite vu quelque chose de spécial en elle. Il ne lui offrait pas seulement une place d'invité dans SS Concert. Il lui offrait des conseils, presque comme un mentor pour une fille. Avec l'orchestre Johann Strauss derrière elle, le timbre de soprano pur d'Hayley flottait dans les salles, gagnant rapidement les cœurs. Le duo semblait parfait. Rieu avec sa chaleur et sa vision théâtrale, et Westenra avec sa voix fraîche et son innocence. Pendant un certain temps, cela a vraiment fonctionné. Le public l'adorait et les critiques ont salué la collaboration. Elle était jeune, talentueuse et sous l'aile de Rieu, il semblait que le monde était prêt pour elle. Mais comme pour beaucoup d'étoiles brillantes, la renommée a commencé à apporter des changements. Au moment où Hayley a eu 20 ans, les choses ont commencé à changer. Son nom commençait à être connu en dehors du cercle de Rieu. Son management a commencé à insister davantage, demandant une facturation en solo au lieu de faire partie d'un ensemble. Il voulait des honoraires plus élevés, plus de liberté et plus de contrôle créatif. Ce qui avait commencé comme une relation nourricière entre le maestro et la protégée a commencé à ressembler davantage à une négociation commerciale. Pour Rieu, qui valorisait la confiance et la loyauté autant que le talent, c'était une déception. Il ne lui avait pas seulement donné une plateforme, mais un soin sincère. Et maintenant, il avait l'impression qu'elle s'éloignait du lien qui avait autrefois semblé si fort. Le véritable point de rupture est survenu lors d'un concert de charité de l'UNICEF, quelque chose de profondément personnel pour Rieu. Il avait organisé l'événement lui-même dans le but d'utiliser la musique pour quelque chose de plus grand que le simple divertissement. Hayley devait se produire, mais à la dernière minute, elle s'est retirée. Il n'y a pas eu d'explication en face à face, pas d'excuses sincères, juste un message poli de son équipe disant qu'elle ne pouvait pas être présente. Pour Rieu, CE n'était pas seulement un manque de professionnalisme, c'était une rupture de confiance. Il a admis plus tard, elle a rompu plus qu'un contrat, elle a rompu notre confiance. Ces mots ont révélé à quel point la déception était personnelle. Il ne s'agissait pas d'argent ou de renommée, il s'agissait de respect, de tenir sa parole, surtout pour quelque chose d'aussi significatif que la charité. Après ce moment, Rieu s'est discrètement retiré. Il n'y a pas eu de dispute publique, pas de gros titres laids et pas de querelles jouées dans les médias. Mais en coulisses, il est devenu plus sur SS Garde. L'expérience l'a rendu méfiant à l'égard du mentorat de jeunes solistes. Il avait ouvert son cœur une fois et s'était senti déçu. Alors, il a décidé de ne plus prendre ces risques aussi facilement. Pour Hayley, sa carrière a continué. Elle a enregistré des albums, a fait le tour du monde et s'est constitué son propre public. Mais le lien avec Rieu avait disparu et elle n'est jamais revenue sur sa scène. Pour les fans, l'absence soudaine a soulevé des questions. Pourquoi n'a-t-elle pas été réinvitée? Pourquoi leur collaboration s'est-elle terminée si soudainement? Le silence racontait l'histoire. Parfois, les ruptures les plus profondes sont les plus silencieuses. Aujourd'hui, Hayley Westenra est connue comme une soprano talentueuse qui a marqué le monde du crossover classique, tandis que Rieu continue de remplir des arénas avec son orchestre. Leurs chemins ne se croisent plus, mais leur histoire de courte durée résonne toujours comme un rappel de la fragilité de la confiance dans le monde de la musique. Cela a montré que parfois, les ruptures les plus difficiles ne sont pas causées par la colère, mais par une déception silencieuse. Andrea Bocelli. Quand André Rieu a invité Andrea Bocelli à co-diriger un concert spécial en plein air, cela a été annoncé comme un événement unique dans une vie. Deux géants partageant une seule scène, le roi de la valse et la voix de l'opéra moderne. Les fans ont voyagé du monde entier et la presse l'a qualifié d'historique. Rieu imaginait la soirée comme un équilibre parfait, son orchestre portant l'élégance de Strauss tandis que les arias de Bocelli ajoutaient une puissance émotionnelle. Mais dès le début des répétitions, les choses ont commencé à sembler inégales. Le temps de prestation de Bocelli a augmenté. Ce qui était censé être un set de 20 minutes s'est discrètement étendu en plus de chansons, des intros plus longues et même des histoires personnelles entre les morceaux.
Rieu, toujours le professionnel, s'est adapté, il l'avait toujours fait. Mais au fond de lui, il a commencé à sentir où cela allait. Lorsque la nuit du concert est finalement arrivée, la musique elle-même était riche et belle, mais l'équilibre avait disparu. Les gros titres du lendemain matin ont clairement raconté l'histoire. C'était la nuit d'Andrea Bocelli. Les journaux ont placardé son nom à la une, les médias sociaux ont été inondés de clips de sa voix planant et les photos le plaçaient presque toujours au centre de la scène jouiskane. Rieu, qui avait orchestré l'événement, a été à peine mentionné. Bien qu'il soit l'hôte et le chef d'orchestre, il était devenu un second rôle à son propre concert. Pour le public, cela ressemblait à une collaboration transparente, mais pour ceux qui étaient les plus proches de Rieu, la déception était évidente. Plus tard, il a réfléchi tranquillement que lorsqu'une seule voix monopolise la scène, les autres sont réduites au silence. Séismo ont révélé CE qu'il avait ressenti, que l'harmonie qu'il avait travaillé si dur à créer avait été avalée par un seul projecteur écrasant. Il n'y a pas eu de querelle publique par la suite. Rieu n'a jamais accusé Bocelli de voler la vedette. Et Bocelli n'a jamais suggéré qu'il y avait des tensions. Mais la vérité s'est vue dans CE qui ne s'est pas passé. Il n'y a pas eu de deuxième concert ensemble, pas de tournée de suivi, pas de réunion. Bocelli a continué en tant qu'icône mondiale, se produisant en tant qu'artiste solo avec des orchestres construits entièrement autour de son emploi du temps. Rieu est revenu à CE qu'il connaissait le mieux, en construisant des spectacles où aucune star ne l'emportait sur le reste. Pour lui, la beauté de SES Concert avait toujours résidé dans le partage, l'idée que chaque violoniste, chaque chanteur, chaque note compte de la même manière. Avec Bocelli, cet équilibre était impossible. Ce n'était pas une question de talent, la voix de Bocelli était légendaire, c'était une question d'adéquation. Des années plus tard, lorsque Rieu a finalement commencé à parler des chanteurs qui l'avaient déçu, le nom de Bocelli a fait surface, non pas avec colère, mais avec honnêteté. Il a expliqué pourquoi la collaboration n'avait jamais été répétée. La scène est assez grande pour tout le monde, a-t-il dit, mais seulement si vous vous souvenez de la partager. C'était le cœur du problème. Pour Rieu, l'orchestre n'était pas qu'un arrière-plan, c'était l'âme de la représentation. Quand une star en prenait trop, l'esprit d'unité était brisé. Au moment où il a atteint 75 ans, Rieu semblait prêt à partager CS Histoire. Non pas comme des commérages, mais comme un moyen de se débarrasser d'un poids qu'il portait depuis des décennies. Il avait toujours choisi le silence, pensant que c'était la dignité. Je pensais que le silence était la dignité, a-t-il admis. Mais parfois, le silence n'est que de la peur. Pendant des années, il a laissé les gens croire que tout derrière le rideau était parfait. Alors qu'en vérité, il y avait eu des déceptions, des trahisons et des occasions manquées. La déception avec Hayley Westenra, les fuites de presse avec Russell Watson, les batailles d'ego avec Carlos Marin, l'éclipsage par Bocelli. Aucune n'était des querelles explosives, mais chacune a laissé une cicatrice. Quand il s'est finalement ouvert, CE n'était pas avec amertume, c'était avec soulagement. Il ne les a pas appelés ennemis, il les a appelés des occasions manquées, des moments qui auraient ni pu être magnifiques, mais qui se sont effondrés à cause de l'ego, du déséquilibre ou de la rupture de confiance. La nuit avec Bocelli reste inoubliable tant pour CE qu'elle a donné que pour CE qu'elle a enlevé. Pour le public, c'était magique. Pour Rieu, c'était un rappel. La musique doit être partagée, sinon elle cesse d'être une harmonie. C'est pourquoi, depuis lors, il a gardé sa scène si soigneusement, en veillant à CE que chaque voix et chaque instrument brillent ensemble. Russell Watson. Russell Watson est entré dans le monde d'André Rieu avec une réputation qui l'a rendu instantanément sympathique. Connu en Grande-Bretagne comme le ténor du peuple, il était aimé pour sa capacité à passer facilement du classique à la pop et pour SES humbles origines ouvrières qui le rendaient accessible aux fans de tous les jours. Sa voix était puissante, sa présence chaleureuse et en apparence, il semblait être un choix naturel pour les concerts de Rieu, qui visait à rassembler les gens par la musique. Au début, les choses se sont bien passées. Watson s'est joint aux répétitions, a chanté SS Parties avec confiance et s'est bien intégré à l'orchestre Johann Strauss. Le public a réagi positivement et cela a semblé être le début d'une collaboration solide. Mais derrière les sourires spolis sur scène, quelque chose commençait à se défaire.
Les premières allusions sont venues discrètement. De petits détails des répétitions ont commencé à apparaître dans la presse. De petites autres choses comme l'heure à laquelle l'orchestre répétait ou les chansons qui étaient testées pour les spectacles. Au début, Rieu n'y a pas prêté beaucoup d'attention, il pensait que c'était une coïncidence ou peut-être juste la presse qui devinait, mais au fil des semaines, les histoires sont devenues plus précises. Soudain, les tabloïds rapportaient quels musiciens étaient mécontents, quelles répétitions avaient été écourtées et même des moments où Rieu aurait réprimandé son équipe. Ce sont des choses qui se passaient en privé, loin des yeux du public, et maintenant elles faisaient la une des journaux. Pour Rieu, qui gardait l'atmosphère de son orchestre comme une famille, c'était profondément troublant. Ces spectacles dépendaient de la confiance et le monde des coulisses était censé être sacré. Finalement, il est devenu clair que les fuites provenaient de quelqu'un de proche de Watson. Que CE soit Watson lui-même ou quelqu'un de son entourage, cela n'a jamais été discuté ouvertement, mais le mal était fait. Rieu a admis plus tard que pour un chef d'orchestre qui considérait son orchestre comme une famille, cela ressemblait à une trahison. Et ces mots ont saisi le cœur du problème. Il ne s'agissait pas seulement de commérage, il s'agissait d'une rupture de confiance. Lorsque les détails des répétitions privées sont devenus de la matière à potin pour les tabloïds, les fondations même de CE que Rieu avait construit, un environnement sûr et unifié pour S&S musiciens, ont été ébranlées. Les musiciens qui avaient l'habitude de se fier les uns aux autres ont commencé à regarder par-dessus leur épaule, inquiets de CE qui pourraient se retrouver dans les journaux ensuite. L'énergie joyeuse que Rieu avait travaillé si dur à créer a commencé à s'estomper. Rieu a géré la situation à sa manière habituelle, en silence. Il n'y a pas eu d'argument public, pas de communiqué de presse en colère, pas de querelle ouverte. Mais une fois la tournée terminée, il a discrètement coupé les ponts avec Watson. Son nom a été retiré des futurs programmes et il n'y a pas eu d'autres invitations. Pour Watson, c'était une fin soudaine à CE qui aurait pu être un partenariat fructueux. Pour Rieu, c'était une étape nécessaire pour protéger l'intégrité de son orchestre. Il valorisait la loyauté par-dessus tout, et une fois que cette loyauté était remise en question, il n'y avait plus de retour en arrière. Des années plus tard, en réfléchissant à l'épisode, Rieu l'a résumé avec une phrase simple mais puissante. Quand la musique se termine, tout ce qui nous reste, c'est la confiance. Et une fois que cela disparaît, il n'y a pas de rappel. L'histoire de Russell Watson et d'André Rieu ne portait pas sur un choc d'ego ou des désaccords musicaux. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, le sentiment de sécurité et d'unité que Rieu exigeait pour son orchestre. Watson n'avait peut-être pas l'intention de faire du mal et sa réputation de ténor du peuple a montré qu'il se souciait sincèrement de la connexion avec le public. Mais les fuites qui provenaient de son côté ont laissé Rieu se sentir exposé et déçu. En fin de compte, les deux artistes ont continué leur propre chemin avec succès. Watson a combattu de graves problèmes de santé, a reconstruit sa carrière et a continué à se produire pour les fans qui admiraient de sa résilience. Rieu, comme toujours, a rempli des arénas dans le monde entier avec son orchestre protégeant soigneusement l'harmonie non seulement de la musique, mais aussi des personnes qu'il a créées. Leurs chemins ne se sont plus jamais croisés et la leçon que Rieu en a tirée était une leçon qu'il a gardée à l'esprit. La musique est puissante, mais sans confiance, la scène perd son âme. Carlos Marin. Carlos Marin n'était jamais du genre à simplement se fondre dans l'arrière-plan. En tant que voix puissante d'Il Divo, il était connu pour son style dramatique, sa force opératique et une présence scénique qui pouvait remplir un stade à elle seule. Il avait le look, le charisme et la voix qui le faisaient se démarquer, même dans un groupe de 4 chanteurs de classe mondiale. Ainsi, lorsque André Rieu a décidé de collaborer avec Il Divo pour une tournée de crossover européenne, l'excitation était à son comble. Les fans imaginaient le riche mélange vocal d'Il Divo unissant CS Force au son luxuriant de l'orchestre Johann Strauss de Rieu. Sur le papier, c'était un duo de rêve, l'opéra moderne rencontrant l'élégance de la valse, mais au début des répétitions, la réalité n'a pas correspondu aux attentes. Le premier signe de problème n'était pas des arguments bruyants ou des conflits lors des répétitions, c'était quelque chose de plus subtil, la présence de Carlos lui-même. Il était magnétique, trop magnétique parfois.
Alors que les autres chanteurs d'Il Divo travaillaient à se fondre avec l'orchestre, la voix et l'énergie de Carlos se sont imposées, attirant l'attention. Il ne chantait pas seulement sa partie. Selon des initiés, il ajustait parfois les tempos, improvisait, remodelait les harmonies et a même commencé à demander des solos qui ne faisaient pas partie du programme à l'origine. Pour quelqu'un comme André Rieu, qui a construit SS Concert sur l'équilibre et l'unité, ces changements étaient troublants. Son orchestre fonctionnait comme une machine soigneusement réglée où chaque instrument, chaque voix avait sa place. Soudain, on avait l'impression que le projecteur était tiré dans un coin de la scène. Un membre de l'équipe s'est rappelé plus tard, même la dynamique de groupe d'Il Divo a commencé à changer autour de lui. Cette déclaration en dit long. Ce n'était pas seulement l'orchestre de Rieu qui ressentait le déséquilibre, même au sein d'Il Divo lui-même, le sentiment d'harmonie a commencé à basculer sous la présence imposante de Carlos. Rieu, qui avait passé des décennies à maîtriser l'art d'équilibrer les égos avec élégance, a commencé à remarquer la tension qui s'insinuait. Les performances n'avaient plus la fluidité facile pour laquelle il était célèbre. Le timing a glissé, la synergie s'est brisée, les concerts étaient toujours soignés, mais la magie, c'est eux qui faisaient qu'un spectacle de Rieu ressemblait à une célébration, n'était plus là. Pour Rieu, la musique a toujours été plus qu'un simple son. Il s'agit d'émotion, d'équilibre et de connexion. Il disait souvent que son orchestre était comme une famille et il le traitait avec le même soin. Ainsi, lorsqu'une collaboration a perturbé cet équilibre, c'était un point de rupture. Les concerts avec Il Divo ont eu lieu, mais après seulement 3 spectacles, une décision a été prise en silence. Il n'y a pas eu de retombées publiques, pas de sorties dramatiques, pas d'échange de mots durs dans les interviews. Rieu a simplement débranché la collaboration. Juste comme ça, le partenariat a pris fin. Carlos Marín est retourné en tournée avec Il Divo et André Rieu a continué à construire son monde de valses et de merveilles. Il est important de noter que CE n'était pas une haine personnelle. Rieu n'a pas mis Carlos sur liste noire et n'a pas dit du mal de lui en public. La déception ne concernait pas le talent de Carlos, il avait l'une des voix les plus fortes du chant crossover moderne, il s'agissait d'une adéquation. Dans le monde de Rieu, aucun interprète ne pouvait éclipser l'orchestre. L'ensemble a toujours été plus grand que les parties. Carlos, avec son désir naturel de commander la scène, ne correspondait tout simplement pas à cette philosophie. Des années plus tard, Rieu a réfléchi à la leçon qu'il avait tirée de cette expérience. « Certains interprètes ne jouent pas avec vous », a-t-il dit. « Ils jouent au-dessus de vous ». Cette phrase résume parfaitement la situation dans un spectacle construit sur l'harmonie. Une présence dominante pouvait tout défaire. Carlos Marín est resté une star avec Il Divo jusqu'à son décès tragique en 2021, laissant derrière lui des millions de fans qui adoraient sa voix imposante. Rieu, de son côté, a appris à protéger l'équilibre de SS Concert plus soigneusement que jamais auparavant. Après Il Divo, il n'a plus jamais tenté de collaboration à grande échelle avec des groupes vocaux. Il ne s'agissait pas de garder rancune, il s'agissait d'assurer la beauté et l'équilibre de la musique qu'il a travaillé toute sa vie à préserver.